Donc, le programme, comme je le mentionnais, a été implanté. Là, la diapositive n'est pas tout à fait à jour, mais là, ça fait maintenant 3 ans que le programme est implanté. Il y a tout récemment, en fait, depuis le début de l'année scolaire, là, on entame la 4e année, donc ça fait 4 ans officiellement que le programme est implanté. Il y a 24 écoles dans le camp qui comptent des classes d'éducation accélérée et au programme, on a tout près de 4000 élèves dans l'heure actuelle. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis le début du programme, c'est assez stable, là. Il y a toujours à peu près le même nombre d'élèves qui entrent et qui sortent du programme, que ce soit par décrochage ou par transition vers le système formel. Donc, l'objectif, c'est toujours de ramener au système formel le plus rapidement possible les élèves. Je vais avancer un petit peu là-dessus. Une des problématiques importantes qui a été identifiée dans ce programme-là, c'est le taux d'absentéisme important. Quotidiennement, il y a environ la moitié des élèves qui ne se présentent pas à l'école. Et donc, ça devient très difficile de soutenir un programme d'éducation qui se veut être accéléré quand les élèves sont absents aussi longtemps. Dans une formule accélérée, manquer une journée d'école, c'est l'équivalent d'en manquer 2 ou 3 dans un système formel. Donc, ça va très vite et ça cause aussi le décrochage parce qu'à un certain moment, les élèves ne sont plus capables de soutenir le rythme et finissent par abandonner le programme et donc jamais réintégrer le système formel. Donc, un des objectifs aussi du projet de recherche, c'était de tenter de comprendre ce phénomène-là pour ultimement transformer, modifier le programme et le rendre plus accessible pour tenter de comprendre pourquoi les élèves s'absentent et de l'adapter pour réduire ce taux-là. Donc, le projet de recherche, je vous présente un peu les participants. C'est un projet assez vaste qui s'est déroulé à Dadaab. Il y a plusieurs participants, donc les directions d'école d'abord, des 24. Les 24 écoles ont été visitées. Beaucoup d'enseignants, donc en moyenne 2 à 3 enseignants par école ont participé au projet. Aussi les élèves actuels du programme, mais aussi des élèves passés du programme, donc des élèves qui n'ont pas poursuivi, qui ont décroché. Donc on en a recensé, c'est quand même un boulot difficile à faire dans le camp, mais on en a recensé quand même plusieurs qui ont bien voulu participer au projet de recherche, avec qui on a fait des entretiens, ça nous a donné beaucoup d'informations. Je vous présente un peu les 2 premiers objectifs du projet pour vous dresser un portrait. Je vais vous présenter un peu la méthodologie. Je vais essayer de vulgariser le plus possible, puis ensuite je vais vous présenter les résultats. Ce qui est le plus intéressant, la chaire. Donc, le premier objectif, c'était de tenter de comprendre les barrières qui empêchent les élèves de poursuivre dans le programme, qui les mènent à s'absenter, mais aussi qui les amènent à décrocher globalement. Et le deuxième objectif, c'était de comprendre dans quelle mesure le programme, si oui, et dans quelle mesure le programme protège les élèves, contribue. Est-ce que l'éducation joue réellement son rôle de protection comme on le souhaiterait en éducation en situation d'urgence? Parce que c'est un principe, on l'a pris pour acquis au niveau de la réforme des Nations unies, mais est-ce que ça fonctionne réellement? Est-ce que ça joue réellement ce rôle-là? Bien, il n'y avait pas de données tangibles qui nous permettaient de répondre à cette question-là. On a tenté de pallier à ça. Donc, au niveau de la méthodologie, la façon dont ça s'est dessiné, c'est que c'est un devis de recherche séquentiel, donc c'est en 2 phases. Il y a eu toute une première phase d'entretien de recherche avec l'ensemble des participants. Donc, on a fait des entretiens avec les directeurs d'école, les enseignants, les élèves et les décrocheurs pour l'ensemble du programme, autant au niveau primaire qu'au niveau secondaire. Donc, lors de cette phase-là, on a fait toute une série d'entretiens informels avec les directions d'école et toute une série d'entretiens semi-dirigés avec les enseignants, les étudiants et les décrocheurs. Donc, les entretiens variaient de 20 à 45 minutes. Là, ça dépendait. Avec les élèves, c'était beaucoup plus court. Vous connaissez les enseignants, ils aiment parler, donc c'était beaucoup plus long. Donc, le temps a varié beaucoup. Pour la phase d'entretien, on a couvert environ 10 écoles. Et cette première phase-là nous a permis de construire tout un cadre théorique qui a servi à mettre sur pied un questionnaire d'enquête. Donc, à créer des questions, mais aussi des items
et des réponses potentielles à ces questions-là qui sont puisées à même les données qui proviennent des entretiens qu'on a faits avec les participants. Le volume d'entretien est assez important, là. Si ma mémoire est bonne, on parle au total, avec l'ensemble des participants, on parle d'au-delà de 70 entretiens. Donc, c'est quand même assez important. Donc, la deuxième étape était de construire un questionnaire d'enquête, donc un sondage. Ce sondage-là a été administré par entretien aux élèves de niveau primaire pour des raisons de compréhension en lecture. Donc, les questions étaient lues par des assistants de recherche et les élèves répondaient à l'oral aux questions. Pour ce qui est des élèves de niveau secondaire, il a été auto-administré en classe. Les élèves le remplissaient eux-mêmes. On a utilisé une échelle de Likert à 6 niveaux de fréquence. Donc, vous êtes probablement familier avec ça. Par exemple, la plus populaire, c'est toujours celle d'un niveau d'accord. Je suis en accord, très en accord, ainsi de suite. Nous, on a utilisé une échelle de fréquence. Donc, est-ce que la fréquence est régulière? Est-ce que c'est souvent? Est-ce que c'est rare? Est-ce que c'est jamais? Pour parler d'absentéisme, entre autres, les raisons qui amènent les élèves à s'absenter. Et on a distribué le questionnaire dans 10 écoles. On avait fait les entretiens dans 15 écoles, pardon. On avait fait les entretiens dans 10. Au total, on a couvert l'ensemble des 24. Et il y a environ 300 élèves qui ont répondu au questionnaire sur les 4000 du programme. Bon, avant de vous présenter les résultats, je voulais vous présenter un peu les défis, puis ça l'explique aussi pourquoi il n'y a pas beaucoup de recherche dans ce domaine-là. Les défis liés à mener un projet de recherche comme celui-là sur le terrain, en particulier à Dadaab. Ce n'est pas toujours le cas dans tous les camps, mais il y a certains camps où il y a des enjeux de sécurité très importants. À Dadaab, c'est entre autres le cas. Donc, vous allez voir, généralement, quand il y a des recherches sur le terrain, que ce soit sur l'éducation ou d'autres domaines, la distribution alimentaire, la santé, elles vont être réalisées généralement dans des camps assez sécuritaires, bien organisés. C'est pas du tout le cas pour Dadaab. La frontière est très poreuse entre la Somalie et le Kenya. Il y a beaucoup d'incidents liés à la sécurité. Donc, beaucoup de conditions sont imposées aux chercheurs quand vient le temps d'aller collecter des données sur le terrain. Par exemple, escorte militaire, véhicules blindés. Il y a beaucoup de contraintes aussi en termes de temps. On ne peut pas passer beaucoup de temps au même endroit, pas plus d'1 heure. Donc, quand on arrive à l'école, par exemple, pour faire des entretiens avec les élèves ou avec les enseignants ou administrer un questionnaire, on ne peut pas passer plus qu'1 heure. Donc, il faut être très efficace, très rapide. Il faut constamment se déplacer et on ne peut pas prévoir nos déplacements. C'est impossible de contacter une direction d'école d'avance pour leur dire qu'on va venir administrer un questionnaire ou faire des entretiens. Ils sont au courant qu'on va venir à un certain moment, mais ils ne savent pas exactement quand. Puis parfois, on arrive, les élèves sont en examen, ou parfois on arrive, cette journée-là, il n'y a pas d'école. Donc, c'est très aléatoire, puis ça demande une grande capacité d'adaptation et ça prend une méthodologie qui est flexible. C'est pour ça qu'on a, entre autres, un devis séquentiel. On débute par des entretiens, puis ensuite, on va vers un questionnaire d'enquête. Puis on construit des outils comme ça. Ça nous permet d'adapter davantage, mais aussi d'arrêter la méthode si ce n'est pas possible de poursuivre. Donc, si ça n'avait pas été possible d'avoir des données quantitatives, donc avec le questionnaire, on aurait arrêté à l'étape des entretiens, puis on serait contenté des données qualitatives. On n'aurait pas eu les deux. Mais donc, c'est des contraintes qui sont importantes et qui expliquent beaucoup pourquoi il y a très peu de recherche dans le domaine. Mais il y a toutes sortes de stratégies, en fait, puis je vous présente des gens qui ont été très précieux pour la recherche. Il y a plusieurs stratégies pour pallier à ces problèmes-là. En fait, l'idée, c'est surtout de travailler avec les communautés, avec les réfugiés eux-mêmes, pour les impliquer dans le projet de recherche. À Dadaab, on est très chanceux parce qu'il y a un programme d'université informel. Je vous disais que l'école formelle s'arrêtait au secondaire, mais il y a un programme informel qui est en parallèle du système scolaire officiel kenyan qui décerne 3 certificats. Ce sont surtout des certificats liés à tout ce qui a trait à l'organisation de la vie du camp, l'organisation communautaire, la distribution alimentaire, ce genre de choses-là.
mais dans la formation des étudiants dans ce programme précis-là, qui d'ailleurs, vous avez le nom du programme en haut, d'ailleurs, qui est une initiative de quelques universités canadiennes, dont l'Université de Toronto, York et UBC. Ce sont des professeurs bénévoles de ces universités-là qui ont mis sur pied le programme. Et dans leur formation, les quelques étudiants de cette cohorte-là, ils sont quelques dizaines, ils suivent une formation de base en recherche, en méthodologie de recherche. Et donc, ça m'a permis de recruter quelques personnes pour collaborer au projet et de les former aussi davantage à mener des entretiens de recherche avec des enfants, avec des enseignants, mais aussi à administrer des questionnaires. Donc, ça permet, vous comprendrez, quand on arrive dans une école, entre autres, avec une escorte militaire, ça crée beaucoup de problèmes en termes de billets, de perception des participants à la recherche. Aussi, quand on est associé à l'agence onusienne, donc le Haut Commissariat des Nations Unies, qui fournit le transport et la logistique sécuritaire pour qu'un chercheur puisse aller sur le terrain, quand on est associé à cette organisation-là, ça change aussi le discours et les perceptions des réfugiés, des élèves, des enseignants, ainsi de suite. Donc, pour tenter de contourner ou de pallier partiellement ces biais-là, ces problèmes-là, la solution, c'est de travailler justement avec la communauté. Donc, on a recruté, formé des gens de ce programme-là qui avaient déjà une base, donc c'était un gros atout. Et on a formé 3 équipes mixtes. Donc, il y avait 6 personnes, 3 femmes, 3 hommes. Et on a fait des équipes par communauté. Donc, je vous disais, il y a 5 camps dans le complexe, mais en fait, il y a 3 communautés davantage. Donc, on a pris des gens qui sont issus des camps dans lesquels ils ont travaillé et collecté les données. Donc, pour plusieurs, c'était plus facile parce qu'il y avait un niveau d'acceptation qui était beaucoup plus élevé. Et donc, il y a aussi des variations dans le dialecte de la langue somali d'une région à l'autre. Et donc, ça nous a permis d'établir 3 traductions différentes pour les canevas d'entretien, 3 traductions différentes aussi pour les questionnaires d'enquête. C'est aussi les auxiliaires à la recherche qui ont contribué au développement en fait, des traductions, des outils, mais aussi des résultats ensuite, des verbatims d'entretien. Les résultats maintenant. Pour ce qui est de l'accès, qui est l'objectif numéro 1, on tentait de comprendre quelles étaient les barrières qui limitaient l'accès, donc qui causent l'absentéisme et ultimement le décrochage. Donc, je vous rappelle que les unités, ce sont les données qui viennent du questionnaire, donc les données quantitatives. Je vous rappelle que les unités ont été créées à partir des entretiens qu'on a fait avec les élèves et les enseignants. Donc, les questions qu'on abordait avec les élèves et les enseignants, c'était généralement dans les entretiens, bon, qu'est-ce qui fait que tu t'absentes de l'école ou qu'est-ce que vous pensez, quelles sont les raisons que vous pensez que vos élèves, pour lesquelles ils s'absentent de l'école. Et donc, on a recoupé l'ensemble de ça, puis on a créé les questions, chacune des unités, les unités de réponse. Essentiellement, vous avez les 5 niveaux de fréquence en termes d'absentéisme, puis vous avez la moyenne du score de l'échelle Likert là, dans les tranches. Donc, les cercles sont disposés proportionnellement en fonction de la fréquence. Donc, plus la fréquence est petite, causant l'absentéisme, plus le cercle est petit. Puis plus la fréquence est élevée, plus le cercle est grand. Et plus la pointe est grande, plus cet élément-là cause de l'absentéisme à une fréquence importante. Donc, tout de suite, on constate que la distribution alimentaire se retrouve dans les fréquences très élevées et occupe une grosse portion. C'est particulièrement intéressant parce que généralement, dans de recherches précédentes ou dans les cadres théoriques sur lesquels certaines recherches s'appuient, on attribue souvent les causes de l'absentéisme et au décrochage à des causes culturelles, entre autres, où on pense que c'est des problèmes liés à la valorisation du système éducatif qui causent l'absentéisme ou le décrochage ou les taux de scolarisation assez faibles. En fait, ce que ces données tentent de démontrer, c'est que les raisons pour lesquelles les élèves s'absentent ou finissent par décrocher sont surtout liées à des raisons structurelles d'organisation de l'aide humanitaire à l'intérieur du camp. Donc, par exemple, c'est un facteur qui touchait plus particulièrement les garçons, entre autres. Lorsqu'il y a un cycle de distribution alimentaire, ça dure environ 1 semaine, c'est 1 fois par mois. C'est les garçons qui sont souvent responsables d'aller chercher la nourriture à Dadaab dans les camps et ils doivent transporter la nourriture sur de très grandes distances
en grande quantité. Et donc, pendant une semaine, au fur et à mesure que les denrées sont rendues disponibles, ils doivent faire des allers-retours constants entre leur domicile et le centre de distribution alimentaire. Donc, généralement, ça prend presque toute la journée. Et ils font ça pendant une semaine par mois. Donc, généralement, la fréquence est assez élevée. Les garçons doivent s'absenter de l'école au moins une semaine par mois. Dans un programme d'éducation accélérée, c'est considérable. Et je vous mentionnais tantôt que cette approche-là est censée privilégier des approches pédagogiques où l'élève est au centre, où il participe. Dans les faits, les pratiques enseignantes sont très différentes. Puis dans les moyens et les conditions dans lesquelles l'enseignement est prodigué aussi, ça rend difficile de former des équipes, de laisser de la place aux questions. Les classes sont surchargées. En termes de matériel scolaire, c'est excessivement limité. Souvent, on a un manuel pour l'enseignant, pas de manuel, pas de crayon ou matériel scolaire pour les élèves. Donc, c'est difficile de mettre sur pied une approche comme celle-là. Donc, au final, on est dans un enseignement très traditionnel, assez magistral, où la répétition occupe beaucoup de place. Et donc, si on s'absente pendant une semaine, ce n'est pas possible de poursuivre parce qu'on n'est plus capable de suivre la répétition. Dans un modèle comme celui-là, ça rend les choses encore plus difficiles. Donc, il y a un amalgame qui se fait. Il y a d'autres facteurs très importants, la distance entre l'école et le lieu de résidence. Je vous mentionnais qu'il y avait un niveau d'organisation très différent par rapport aux vieux camps, aux 3 qui sont à l'origine, et les 2 nouveaux complexes qui ont été construits en 2011. Bien, en fait, on constate que dans les camps qui sont qui sont un peu plus vieux, bien, les distances sont plus grandes à parcourir et ça cause un problème en termes d'absentéisme. Il n'y a pas de programme alimentaire dans les écoles où il y a des classes d'éducation accélérée. Donc, les élèves doivent rentrer à la maison le midi, par exemple, pour manger, mais des fois, la distance est tellement grande que quand il s'agit de revenir l'après-midi, c'est trop loin, c'est pas possible. Donc, ça représente une barrière importante. Ce qui est aussi intéressant quand on couple les données quantitatives avec les données d'entretien, on constate que la distance, souvent, dans les recherches précédentes, on associait la distance à un facteur qui touchait surtout les enfants qui étaient davantage vulnérables. Donc, les enfants plus jeunes, du premier cycle du primaire, par exemple, on avait tendance à penser qu'ils étaient davantage touchés par le phénomène de distance entre l'école et la maison. Mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est surtout un phénomène qui est lié à l'incompatibilité entre les tâches ménagères et quotidiennes et la distance entre l'école. C'est-à-dire que si le trajet est trop long, bien, il ne reste plus assez de temps pour faire les tâches au quotidien. Et donc, on va surtout privilégier les tâches au détriment du parcours vers l'école, ce qui est assez normal. Donc, on constate que c'est surtout les élèves qui sont plus vieux ou qui ont des enfants qui s'absentent davantage à cause de la distance. Donc, on ne comprenait pas vraiment bien le phénomène avant. Maintenant, on le comprend beaucoup mieux. On pensait surtout qu'en mettant sur pied, par exemple, des patrouilles où on accompagne les enfants plus jeunes vers l'école, des choses comme ça, où ils allaient se sentir plus en sécurité, où on les aidait à faire le trajet, ça allait réduire ce phénomène-là. Mais dans les faits, ce sont les élèves qui sont plus âgés qui souffrent de cette problématique-là et c'est ce qui les amène à s'absenter de l'école. Il y a aussi des facteurs liés à la santé qui sont très importants. Donc, les élèves déclarent s'absenter assez régulièrement parce qu'ils sont malades et s'absenter assez régulièrement parce que leurs parents sont malades aussi. Donc, ils doivent s'occuper de la maison et des enfants en général. Donc, ils doivent prendre le relais. Donc, il y a énormément de liens à faire dans l'amélioration de l'offre humanitaire dans le camp, pas seulement en matière d'éducation, mais aussi en termes de soins de santé pour réduire l'absentéisme ultimement et donc ainsi améliorer les apprentissages à long terme. Je vous présente un tableau où j'ai classé en fait les 12 facteurs les plus importants. Donc, distribution alimentaire, c'est le premier. Les problèmes de santé chez les élèves arrivent en deuxième. Les problèmes de nutrition arrivent en troisième. Je vous disais, il n'y a pas de programme alimentaire dans ces écoles-là. Donc, souvent, les enfants ne mangent pas et donc doivent retourner à la maison pour manger et ça cause de l'absentéisme et ultimement du décrochage. Donc, la santé des parents,
L'éducation religieuse en 5e, c'est assez intéressant parce qu'il y a un système d'éducation informelle qui est celui des écoles coraniques qui est en marge du système formel dans le camp. C'est une des raisons pour lesquelles les élèves déclarent s'absenter aussi, parce que des fois, ils doivent conjuguer les deux et il y a incompatibilité entre l'horaire des écoles religieuses et l'école formelle, donc ça les amène à s'absenter. La distance, il y a pour les filles, les menstruations, c'est assez important, donc quand les filles ont leurs règles, ils déclarent s'absenter assez régulièrement. Depuis quelques années, ce n'est pas tellement étonnant, on a arrêter la distribution de produits sanitaires féminins dans les écoles directement. On doit aller au centre de distribution alimentaire pour l'obtenir. Et donc, les filles doivent, pendant les cycles de distribution alimentaire, doivent aussi s'absenter pour aller chercher ces produits-là. Il y a aussi les responsabilités parentales, le travail rémunéré et le 12e, c'est l'acronyme anglophone pour la mutilation génitale chez les filles. Il y a quand même une proportion élevée de jeunes filles, autant à l'école primaire qu'au secondaire, qui déclarent s'absenter à cause de douleurs liées à ça. Pour ce qui est de la protection maintenant, qui est le deuxième objectif, on a demandé en entretien aux élèves, pour eux, quels étaient, est-ce qu'il y avait des menaces ou des risques qui étaient liés à leur vie dans le camp. Les élèves en ont fait une liste, les enseignants aussi. Puis à partir de ça, on a pu construire des questions pour le questionnaire d'enquête. Essentiellement, la question le questionnaire était bilingue en anglais et en somali parce que la langue d'enseignement officielle au Kenya, c'est l'anglais et le swahili. Donc, la plupart des élèves de niveau secondaire, entre autres, où les enseignants parlent un niveau assez bon d'anglais, mais le questionnaire était quand même bilingue. Je ne l'avais pas mentionné tantôt. Donc, on leur demandait si leur perception par rapport à une menace avait changé par rapport au moment où ils n'étaient pas à l'école et depuis qu'ils sont dans le programme d'éducation accélérée. Donc, en orange, vous avez trois menaces qui qui sont significativement réduites par l'entrée à l'école. Donc, vous avez le travail des enfants, vous avez le flânage et l'utilisation de drogue, la consommation de drogue qui ont été significativement réduites par l'entrée à l'école. Donc, la perception des élèves par rapport à leur niveau de risque de ces facteurs-là a réduit depuis qu'ils sont à l'école. En jaune, ça a aussi réduit, mais de façon un peu plus marginale. Vous avez donc le travail aussi pour enfants, mais la différence, c'est qu'il y en a un qui est c'est du travail domestique dans la maison de quelqu'un d'autre, et l'autre, c'est vraiment davantage le travail au marché, ou qui est plus le travail en général. Vous avez de joindre un groupe criminalisé, et d'être forcé d'avoir des enfants pour les filles. Donc, ces trois-là ont été réduits aussi. Mais pour le reste des facteurs, ceux qui sont en blanc, il n'y a pas de différence significative de la perception du risque avant et après l'entrée à l'école. Donc, on peut s'attendre à ce que l'école ne joue pas tellement un rôle de protection pour ces facteurs-là. Donc, le rôle de protection de l'école est un peu à revoir parce que l'école ne protège peut-être pas de façon équivalente pour l'ensemble des risques et des menaces auxquels font face les élèves dans le camp. Et même pour certains risques, il y a une augmentation, c'est-à-dire que les élèves se sentent plus à risque ou menacés par quelque chose depuis qu'ils sont à l'école par rapport à avant. Entre autres, tout ce qui a trait à être intimidé par les autres enfants, violence physique. Donc, tout ça est lié à la distance et au nombre de déplacements. Les élèves déclarent que, vu qu'ils vont à l'école, ils sont appelés à se déplacer davantage sur des plus grandes distances et ils se sentent moins en sécurité pour quelques facteurs à cause de ces parcours-là. Donc, dans certains cas, l'école protège, puis dans d'autres, l'école accentue d'autres menaces. Donc, c'est des données qui sont importantes pour revoir certains volets du programme, entre autres pour ce qui est de la position des écoles dans le camp et de mettre sur pied aussi peut-être des alternatives. C'est sûr qu'il n'y aura probablement jamais de transport scolaire, mais il peut y avoir quand même des accompagnateurs pour les élèves
vers le chemin de l'école. Donc, il y a des alternatives qui pourraient être mises sur place, mais ces données-là sont quand même assez importantes pour comprendre que le rôle de protection n'est pas unilatéral, c'est vraiment c'est à la pièce. Dans certains cas, ça protège, dans d'autres, ça accentue la perception des risques et des menaces. Bon, pour ce qui est de la suite, ça, c'était la première phase du projet de recherche. Il reste une autre phase à accomplir. Je vais vous montrer ça ici. En fait, il reste un troisième objectif qui est celui qui s'intéresse davantage à l'apprentissage, donc aux acquis scolaires. La phase de collecte de données a été interrompue à Dadaab parce que, en fait, ce printemps, le gouvernement kenyan a manifesté son désir de fermer le camp et d'expulser les réfugiés somaliens. Et donc, depuis, la communauté internationale est en négociation avec le gouvernement kenyan pour tenter de trouver des solutions de rapatriement ou de maintien du camp. Mais pour le moment, ce n'est pas possible de retourner à Dadaab pour poursuivre le projet de recherche, malheureusement. Donc, la deuxième phase pour atteindre l'objectif 3 était prévue pour l'été qui vient de se terminer. Et donc, pour l'instant, c'est sur la glace. On va voir comment ça se déroule avec les négociations entre le Haut-Commissariat et le gouvernement kenyan. Malgré tout, le projet de recherche va s'implanter dans d'autres camps. Je vous mentionnais probablement le camp de Kakuma et le camp de Zaatari en Jordanie. On a récemment obtenu les autorisations pour pouvoir aller collecter les données dans ce camp-là. Donc, assurément, on collectera les données pour les 3 objectifs à cet endroit-là. Donc, la suite du projet, normalement, j'aurais aimé vous présenter des résultats là-dessus, mais il n'y en a pas encore. Mais l'objectif, c'est de tenter de cartographier 3 choses qu'on appelle le curriculum officiel, implanté et maîtrisé. Le curriculum officiel, c'est le programme d'études, mais aussi la langue d'enseignement, le régime linguistique, la façon d'enseigner, le quoi, le comment, le pourquoi. C'est vraiment les documents officiels qui nous viennent du ministère. Le curriculum implanté, c'est ce qui est maîtrisé par les enseignants et ce qui est appliqué concrètement dans la classe par les enseignants. Donc, c'est les pratiques enseignantes, comment les enseignants travaillent, enseignent. Et le curriculum maîtrisé, c'est du côté des élèves. C'est qu'est-ce que les élèves en perçoivent et qu'est-ce qui reste. Ce sont les acquis scolaires, les apprentissages. Et là, on va se concentrer sur la littératie et la numératie parce que le programme d'éducation accélérée focus essentiellement sur ces 2 éléments-là. Donc, l'idée, c'est de faire toute une série d'analyses sur la littérature officielle du curriculum, faire des entretiens, mais aussi de l'observation filmée dans les classes des pratiques enseignantes et d'utiliser des tests qui sont déjà validés sur les acquis scolaires en langue et en mathématiques auprès des élèves, ultimement. Donc, l'objectif, c'est aussi, qui est le numéro 4, c'est aussi de comparer les 3 curriculums puis de constater la différence qu'il y a entre l'officiel, le implanté et le maîtrisé. Déjà, les données qu'on a avec les entretiens qu'on a fait dans le camp avec les enseignants, entre autres, permettent d'avoir des données préliminaires et des indices sur ça, mais ça reste à valider. Mais comme je vous mentionnais, les principes de base de l'éducation accélérée ne sont pas ce qui est enseigné ou la façon dont on enseigne dans les écoles pour des raisons évidentes en termes de manque de moyens. Donc, déjà, on sait qu'il y a un décalage entre l'officiel et l'implanté. Ce qui est particulièrement intéressant d'aller voir, c'est est-ce que les élèves apprennent et est-ce que les apprentissages sont durables dans le temps? Ça aussi, c'est une question importante. En éducation en situation d'urgence, on se concentre énormément sur la scolarisation, le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe, mais en fait, et en persistance scolaire, donc dans le temps, mais on s'intéresse très peu en général aux apprentissages des élèves. Est-ce qu'à la fin du cycle du primaire ou à la fin du cycle du secondaire, est-ce que les élèves sont capables d'écrire, de lire? Est-ce qu'ils sont capables de compter, de faire les opérations mathématiques de base? Et est-ce que ces apprentissages-là sont persistants? C'est-à-dire, s'ils arrêtent leur parcours scolaire à la fin du primaire et n'intègrent pas le secondaire et vont travailler, par exemple, est-ce que plusieurs années après, ces apprentissages-là demeurent? Est-ce que les élèves sont toujours, ou les anciens élèves sont toujours capables de lire et d'écrire, par exemple? Donc, c'est des questions qui méritent de se poser pour savoir si réellement l'enseignement est de qualité et si les programmes fonctionnent ultimement. Et pour être tout à fait honnête, ce sont des questions excessivement épineuses à aborder avec les agences onusiennes et avec les ONG
qui collaborent à implanter ces programmes-là. Tantôt, j'ai montré quelques logos. Il y a certaines ONG qui vont implanter des programmes et qui vont être supervisés par le Haut-Commissariat. Ce sont des questions épineuses parce que dans un système humanitaire, on est responsable de percevoir des fonds, des bailleurs de fonds. Et ce qui compte beaucoup, c'est surtout le nombre d'élèves assis dans la classe et leur persistance à travers le temps. Pour ce qui est des chiffres, en termes d'apprentissage et d'acquis scolaires, c'est toujours plus inquiétant pour les gens qui administrent ces programmes-là. Donc, c'est un défi supplémentaire en termes de recherche d'aborder ces questions-là et d'obtenir des autorisations pour aller observer le phénomène. Donc, on y travaille. Comme je vous ai dit, dans le camp Zaatari en Jordanie, on a obtenu les autorisations. Donc, si tout va bien, au début de l'année 2017, on devrait pouvoir faire la collecte de données pour la suite du projet, pour l'ensemble des objectifs. Je vais passer un peu là-dessus, un peu plus rapidement. Donc, je voulais vous présenter le portrait un peu du camp qui est assez différent. Le prochain où il y aura une collecte de données des réfugiés syriens en Jordanie. On parle d'une population un peu plus réduite par rapport à Dadaab. C'est autour de 80 000 réfugiés, mais aussi très jeunes, assez typique encore de cette population-là. Entre 0 et 17 ans, on parle de 44 000 réfugiés, donc plus de la moitié sont d'âge primaire et secondaire, là, si on prend les deux cycles d'études. Et le taux de scolarisation est de 65 %. C'est quand même plus élevé qu'à Dadaab. Il y a des différences considérables en termes de société entre les deux camps, mais tout de même, 35 % des élèves qui ne vont pas à l'école, c'est quand même important. Et ce qui est surtout significatif, c'est la tranche 15 à 17 ans. Il y a seulement 24 % des adolescents de 15 à 17 ans qui vont à l'école. Donc, il y a quelque chose de particulièrement intéressant là. C'est sûr que, encore une fois, le fait qu'on débute avec des entretiens de recherche puis qu'on construise ensuite des questionnaires, ça permet de produire des outils qui sont adaptés à chacun des contextes. Parce que quand on s'intéresse aux réfugiés ou aux camps, les contextes sont très particuliers d'un camp, d'une région, d'un pays d'accueil, d'une situation de réfugié à l'autre. Donc, c'est important de produire des outils qui sont, ce n'est pas des outils qui sont transposables d'un camp à l'autre, qui sont vraiment propres au contexte, mais toujours avec les mêmes objectifs de recherche, qui permettent de produire des données qui sont similaires, qui ne seront jamais comparables, mais qui permettent d'expliquer des phénomènes qui sont parfois semblables, mais aussi parfois très différents. Donc, le contexte des réfugiés là-bas est tout autre. Et donc, aussi, il y a le ministère de l'Éducation qui est engagé, qui est impliqué dans le processus. On a 6 écoles formelles qui ont des classes d'éducation accélérée, le même programme, depuis environ le même nombre de temps, sur 8 écoles qui se trouvent dans le camp. Donc, c'est ça. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez avoir des questions.